Bonjour à tous et bienvenue dans cette analyse où l'on va décortiquer notre documentation du jour. Avant même d'écrire une seule petite ligne de code, imaginons juste la frustration de devoir connecter des centaines de petits câbles à la main, tout ça juste pour qu'une machine fasse une simple addition. Eh bien aujourd'hui, on va explorer une évolution technique absolument majeure, le passage de ces fameux circuits câblés physiquement aux composants logiques programmables, ce qu'on appelle les PLD. C'est littéralement une révolution qui a tout bouleversé dans la conception matérielle. Alors plongeons directement dans le vif du sujet avec une question fondamentale. Comment est-ce qu'on programme concrètement la structure physique du matériel d'un système informatique ? Attention, on ne parle pas du tout de créer une application logicielle classique ici, non. Il s'agit bel et bien de modifier de véritables connexions électriques internes. C'est fou, non ? Historiquement, pour développer des fonctions complexes, il fallait passer par un câblage manuel ultra fastidieux et rigide de composants traditionnels, un peu comme la fameuse famille 74XXX. Le coût et le temps perdu pour corriger la moindre petite erreur étaient tout simplement astronomiques. Une seule soudure ratée et paf, on jetait la carte et on recommençait à zéro. Mais l'arrivée des PLD a complètement changé la donne. Avec eux, les fonctions logiques sont téléchargées directement dans le circuit. Bonjour la flexibilité immédiate. Et l'intérieur d'un PLD typique, ça ressemble à quoi ? En fait, c'est un vaste réseau, une véritable matrice d'opérateurs et où, à l'état vierge, toutes ces interconnexions sont faites par de minuscules fusibles. La programmation physique, au fond, consiste tout simplement à venir griller de façon ciblée certains de ces fusibles. L'objectif, ne conserver que les chemins logiques précis dont on a besoin. C'est brillant et tellement plus simple. D'ailleurs, l'évolution de ces familles de composants est une vraie percée technologique. Au tout début, les circuits PAL n'étaient programmables qu'une seule et unique fois. Donc, en cas d'erreur de logique, direction la poubelle. Heureusement, le passage au circuit GAL a tout changé. En remplaçant les fusibles destructibles par des transistors qu'on peut effacer électriquement, on a pu réutiliser la même puce à l'infini. Fini l'angoisse de l'erreur matérielle, ce qui a évidemment accéléré le développement de façon spectaculaire. Alors voici comment on va structurer notre exploration aujourd'hui. D'abord, l'explication des composants logiques programmables. Ensuite, la structure du langage Abel. Puis, la logique combinatoire. On passera ensuite à la logique séquentielle et la mémoire. Et pour finir, on verra les tests avec les vecteurs de simulation. Allez, on attaque tout de suite la première partie, l'explication des composants logiques programmables. Évidemment, il est humainement impossible de mémoriser chaque liaison de fusibles sur une matrice complexe. C'est exactement là qu'intervient le langage de description de matériel ou HDL. Des langages comme le VHDL ou le langage ABL, qui est super accessible, jouent le rôle de traducteurs surpuissants. Ils nous permettent de définir la logique avec du texte de manière très naturelle. Ça allège énormément la charge mentale, puisqu'on n'a plus du tout besoin de penser en termes de fil électrique physique. Du coup, le flux de travail devient extrêmement fluide et hyper logique. D'abord, on écrit le code qui décrit le fonctionnement. Ensuite, le logiciel prend le relais, traduit et simplifie cette logique pour nous pondre un fichier binaire crucial, le fameux fichier JEDEC. Et finalement, c'est le matériel du programmateur qui lit ce fichier JEDEC pour savoir, avec une précision chirurgicale, quel fusible griller sur la puce. Passons maintenant à notre deuxième point, la structure du langage ABL. Ce qui est fascinant, c'est qu'un fichier source Abel, c'est comme une recette de cuisine très claire, toujours divisée en 5 grandes parties. On a une anatomie très précise. Ça commence par la déclaration du titre en en-tête, puis on a les définitions des broches, ensuite les équations, les vecteurs de test, et on termine par la déclaration finale qui induit que la fin du code, c'est carré. Mais attention, pour maîtriser cette recette, il faut respecter une syntaxe stricte. Par exemple, chaque équation doit impérativement se terminer par un point-virgule. Et voici un détail capital pour éviter de s'arracher les cheveux pendant des heures de débugage. Les mots-clés du système peuvent s'écrire en majuscules ou en minuscules, ça ne change rien. Par contre, les noms de variables, eux, sont ultra sensibles à la casse. Il faut aussi bien penser à utiliser l'accent circonflexe pour identifier clairement les bases numériques. Un petit détail qui fait toute la différence. On enchaîne avec notre troisième partie, la logique combinatoire dans ABL. Là, le truc vraiment crucial à retenir, c'est la notion de temps et de rythme. Pour la logique combinatoire, on utilise un simple signe égal. Pourquoi ? Parce qu'on veut une réaction immédiate, instantanée, sans le moindre délai. A l'inverse, pour la logique séquentielle, on va utiliser le signe 2 points égal. Cette petite subtilité indique au système de figer l'action et d'attendre sagement le prochain battement de cœur de la machine, c'est-à-dire le signal d'horloge, avant d'exécuter l'opération. Et pour déclencher ces fameuses réactions, Abel nous offre toute une panoplie d'opérateurs relationnels très classiques, comme l'égalité, l'infériorité, et ainsi de suite. C'est génial parce que ces opérateurs s'intègrent super naturellement dans des structures conditionnelles de type when, then, else. Ça permet d'évaluer avec une précision redoutable si une situation donnée est vraie ou fausse, et de faire réagir le système en conséquence. Ce qui nous amène tout droit à notre quatrième section, la logique séquentielle et la mémoire.
Pour qu'une puce ait une vraie mémoire séquentielle, on utilise un composant interne qu'on appelle une bascule. Et cette bascule dépend totalement d'une broche d'horloge. Dans Abel, on déclare ça avec l'extension .clk. C'est cette horloge qui va cadencer rigoureusement chaque changement d'état dans le temps. En fait, c'est exactement ce qui permet à la puce de se souvenir de ce qui vient juste de se passer. C'est sa propre petite mémoire à court terme. Quand on a besoin de programmer un comportement séquentiel un peu complexe, la méthode la plus propre, c'est de construire un diagramme d'état. Prenons l'exemple d'un feu tricolore qui passe du vert à l'orange puis au rouge. Dans Abel, on va juste donner des noms clairs et compréhensibles par un humain à ces états, et ensuite on définit des règles de transition très strictes avec des commandes Goto ou des instructions conditionnelles pour passer d'une étape à la suivante en douceur. Et enfin, on aborde notre 5e et dernière partie, les tests avec les vecteurs de simulation. Alors, même si la section des vecteurs de test est techniquement optionnelle dans le fichier, dans la vraie vie, c'est le filet de sécurité absolu des ingénieurs. Ça permet de simuler le circuit de façon totalement logique en lui balançant des entrées virtuelles. Le logiciel va alors vérifier si les sorties correspondent bien à nos attentes. C'est l'étape indispensable pour s'assurer que nos équations tiennent la route avant de griller des puces pour de vrai et de manière permanente. Et pour nous simplifier la vie pendant cette simulation, le langage a prévu des constantes de test super pratiques. Par exemple, si on écrit .c, ça génère automatiquement une impulsion d'horloge complète. Du coup, on peut vérifier comment la logique séquentielle réagit au fil des cycles avec une facilité vraiment déconcertante. On peut même décider d'ignorer certaines valeurs avec l'indicateur d'état indéterminé .x. Pour conclure, posons-nous la question. Est-ce que l'informatique moderne telle qu'on la connaît existerait sans cette évolution technologique ultra élégante ? Le fait d'avoir pu remplacer des kilomètres de câbles physiques par quelques lignes de code virtuelles a absolument tout changé. C'est quand même une pensée assez dingue à garder en tête la prochaine fois qu'on tiendra un ordinateur ultra puissant tout simplement au creux de notre main, n'est-ce pas ?